Le pianiste sans visage, l'équipé de Toulouse. Le soir de ce concert mémorable, Pierre et moi avons eu du mal à nous séparer. Nous ne nous sommes guère vus à la fin de ce mois de mai. Nos emplois du temps se modifiaient avec l'absence de certains professeurs pris par les examens. Moi, j'étais souvent libre, désœuvré. Mais notre banc restait désespérément vide. Pierre, au téléphone, prétextait d'ultimes révisions. J'avais l'impression qu'il me fuyait. En écoutant France Musique, j'appris par hasard que Paul Niemann donnerait un récital au début du mois de juin. Il aurait lieu à Toulouse, dans la Halle aux Grains. Il m'était impossible de laisser échapper cette occasion. Mais Mouti ne fut pas du même avis. Pas du tout. Comment ? Un concert à Toulouse ? Mais enfin, Jeanne, tu n'y penses pas ? Pourquoi pas à Tokyo ou Philadelphie ? De toute façon, Mouti, j'irai. Je dois confier les partitions de papa à ce pianiste. Envoie-les-lui par la poste. À quelle adresse ? Non, je dois le voir, lui expliquer. Je veux les lui remettre en main propre. Elle haussa les épaules agacée. Soit, mais est-ce si urgent ? Ce n'est pas son dernier concert à Paul Niemann. À la rentrée, il jouera sûrement à Paris. Dans quelques mois, il sera célèbre et inaccessible. Il est peut-être déjà trop tard. Mouti avait sa tête des mauvais jours. Parfois, elle est aussi butée que moi. Elle tenta de me prouver qu'insister serait inutile. Jeanne, c'est une lubie, une folie. Tu sais que je suis prête à passer beaucoup de tes caprices. Mais là, non, das nicht. Heureusement, j'étais sûre de posséder un allié. Le mardi suivant, je retrouvai Pierre sur le banc. J'eus le tort de me lancer aussitôt dans l'explication de mon problème. La mine radieuse de Pierre se modifiait à vue d'œil. Il ne chercha pas à dissimuler son embarras. « 1 minute, Jeanne. Tu n'attends tout de même pas de moi que je t'accompagne à Toulouse, uniquement pour assister à ce concert de Paul Niemann. » À quoi bon lui confier mon intention véritable de remettre au jeune pianiste des partitions de mon père ? Ses réticences me révélaient d'un coup ce que j'avais depuis longtemps soupçonné. Il accumulait les bonnes raisons pour reculer. « Tu mettrais ta mère au courant ? Et tu crois qu'elle serait d'accord ? Qu'elle nous donnerait à tous deux sa bénédiction pour nous accorder ce week-end à l'autre bout de la France ? Qu'elle me dirait « Pierre, j'ai confiance en vous. Partez en train avec ma fille. Tenez, voici l'argent du concert et même celui du voyage. Pourquoi pas celui de l'hôtel ?» Ma colère et mon chagrin formaient dans ma gorge une boule qui allait bientôt exploser. C'était vrai. J'avais rêvé. J'avais rêvé que Pierre sauterait sur cette occasion, qu'il me dirait « Mettre ta mère au courant, inutile, il est évident qu'elle refusera. » Je lui téléphonerai de la gare, juste avant notre départ, et je lui dirai « Madame, Jeanne est à mes côtés, je l'aime, je l'enlève, et je ne vous demande pas votre avis. Oui, c'est une folie, mais je suis fou, madame, fou de votre fille. » Malheureusement, ce genre de situation ne se produit que dans les romans à l'eau de rose, ou dans les mauvaises séries télé du samedi comme un amour d'été. Pierre m'avançait des arguments d'adulte, de père, de prof. J'avais oublié qu'il était raisonnable. Cela, je ne pouvais pas le supporter. « Jeanne, attends, Jeanne !» Je partis en courant sans me retourner. Je rentrai chez moi d'une traite pour monter aussitôt chez Oma. En larmes, je lui expliquai ce qui venait d'arriver. Mes espoirs, le refus de Pierre, ma déception. Et la nécessité absolue d'aller à Toulouse pour confier ses partitions au pianiste. Oma m'écoutait, hésitante et perplexe. « Na, da kostet viel Geld, mein Liebchen. » « Ce n'est pas une question d'argent, Oma. Je te paie le voyage, l'hôtel, le concert. Qu'importe si toutes mes économies y passent. Comprends-moi, ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour papa, pour qu'il existe, tu comprends ? Je vais voir. Je vais en parler à Grete. Je ne te garantis rien. » Il y eut le lendemain soir une réunion de famille. Même Florent y participa. Mouti fut la seule à parler. Elle cédait. Mais elle donnait déjà à ma victoire le goût de l'échec. Ce fut bref et sec. « Tu partiras samedi avec Oma. Ta grand-mère pense que vous pourriez reprendre le train après le récital. Moi, je vous conseille de réserver un hôtel et de revenir le lendemain dimanche. Un concert, on sait comment
quand il commence, on ignore quand il finit. Surtout que tu veux aller voir le pianiste. Il va de soi que tu supportes tous les frais de cette équipée ridicule. Si elle se termine bien, j'en serais ravie. Mais si elle se déroule pour rien, comme je le pense, je te demande de ne plus jamais me reparler de tout cela. Einverstanden? C'était la guerre. Car dans tout ça, nul d'autre que Mouti incluait les partitions, les concerts, Paul Niemand, mon père, et peut-être même la musique en général. Je devais réussir. La suite se noie dans un épouvantable cauchemar. Oma et moi avons pris le train le samedi en début d'après-midi. Inutile de préciser que Mouti ne nous a pas accompagnés à la gare. Malgré le confort du train, le voyage fut long et pénible. J'avais emporté des résumés de sciences naturelles, des fiches d'histoire à réviser, impossible de me concentrer. Je n'avais en tête que les paroles que j'allais prononcer et qui convaincraient Paul Niemand. Je voulais regarder le paysage, mais mon esprit vagabondait plus loin que l'horizon. J'aurais aimé sauter du train et le pousser pour qu'il avance plus vite. Parfois, Oma levait les yeux de son magazine et me dévisageait en poussant de gros soupirs. À Toulouse, nous sommes d'abord passés à l'hôtel pour y déposer nos bagages. Bien sûr, nous avions tout réservé par téléphone, y compris les places du concert. Dans les rues, aux abords de la halle aux grains, la silhouette de mon pianiste sans visage couvrait de nombreux panneaux d'affichage. Ma fierté était teintée d'amertume. Paul Niemand m'échappait. Je ne savais pas encore à quel point. Nous sommes arrivés parmi les premiers. Nous étions bien placés, au 10 ou 12e rang. Oma a acheté le programme. J'y jetai à peine un coup d'œil. Cette fois, je ne venais pas écouter Beethoven ni Liszt, et encore moins Stockhausen. D'abord, je constatai avec soulagement que Paul Niemand était là. Jusqu'à la dernière minute, j'avais redouté le remplacement du soliste. Je savais la chose possible. Ce qu'il interpréta me fut complètement indifférent. Mes partitions sur les genoux, j'attendais la fin du concert. Pendant le bis, mon attention fut tout à coup captivée. Paul Niemand, une nouvelle fois, interprétait l'une de ses compositions, une sonate qui ressemblait singulièrement à la dernière des 3 œuvres inachevées de mon père. La stupéfaction troublait mon attention. C'était évidemment impossible. Pourtant, j'identifiais parfaitement une phrase entière, la dernière, mais la sonate se poursuivit. Déjà, l'écho du piano s'effilochait dans ma mémoire. N'avais-je pas rêvé, pris mes désirs pour des réalités? C'était là, de toute façon, une raison supplémentaire de rencontrer l'interprète. Ce bis fut une apothéose. On fit un triomphe au pianiste qui vint saluer plusieurs fois. Tandis qu'il secouait face au premier rang d'orchestre sa chevelure abondante, mon cœur battait la chamade, pourvu que tout se passe comme prévu. Je n'attendis pas la fin des ovations. Depuis notre arrivée à la halle aux grains, j'avais repéré les coulisses. Je m'y précipitais. Déjà, une foule se pressait à la porte qui donnait accès aux loges des artistes. Des spectateurs désireux de venir féliciter le soliste, mais aussi de nombreux journalistes. 2 hommes empêchaient tout ce beau monde d'aller plus loin. Avec l'aplomb le plus naturel du monde, je me frayai un passage dans le groupe, en tenant ostensiblement devant moi le paquet de partitions. Lorsque j'arrivai en vue des 2 hommes, je me faufilai entre eux. « Mademoiselle » demanda l'un d'eux. « Ce sont les partitions de Paul Niemand, dis-je en souriant. Sans m'arrêter, je poussai la porte. Un bras vigoureux m'empêcha d'aller plus loin. « Mais c'est urgent !» Mon erreur fut de vouloir franchir le barrage des 2 gardiens. Ils éventèrent la supercherie. « Une seconde, mademoiselle, l'agent artistique de M. Niemand va arriver. Excusez-nous, veuillez reculer, s'il vous plaît. » C'était raté, comme le confirmaient les regards un peu goguenards des 2 hommes. Soudain, la fameuse porte s'ouvrit et un grand bonhomme en smoking apparut. Il arborait un sourire splendide, une vraie publicité pour dentifrice. Aussitôt, les conversations, les protestations, les murmures s'éteignirent. « Mesdames, messieurs, Paul Niemand me charge de vous adresser ses chaleureux remerciements pour votre intérêt.
Il vous communique aussi ses regrets. Il ne souhaite voir personne. Une clameur d'irritation, presque de colère, monta du groupe autour de moi. « Qu'il prenne garde !» cria à mes côtés une jeune femme qui brandissait un appareil photo. « Nous sommes les tremplins de son succès, mais nous pourrions être ceux de son oubli. » « Pourquoi ce mépris pour ceux qui s'intéressent à lui ?» protesta quelqu'un d'autre. « Cet anonymat, c'est un truc, » jeta un inconnu sur un ton vindicatif. « Il a marché jusqu'ici, mais le public se lasse. Qui sait si Paul Niemann n'est pas un artiste connu qui se cache sous une perruque? Peut-être Ricorini lui-même. » Oui, quel bon moyen pour attirer l'attention sur lui. Et pour doubler ses cachets, monsieur Jolibois. Vous êtes aussi l'agent artistique d'Amador Ricorini, n'est-ce pas? L'interpellé leva les bras dans un geste d'apaisement. Mesdames, messieurs, vous vous trompez. Paul Niemann n'est pas Amador Ricorini. C'est réellement l'un de ses élèves du Conservatoire de Paris. Exclamations et questions jaillirent. Ah, enfin des informations. C'est un secret de Polichinelle. Nous le savons depuis le début. Aucun élève de Ricorini ne s'appelle Paul Niemann. Qui est-ce? Le dénommé Jolibois agita les bras avec frénésie. C'est vrai que l'incognito de Niemann a contribué à son succès. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. À l'issue de son prochain concert, tous les mystères seront levés. Nous verrons son visage, nous connaîtrons son identité, nous pourrons l'approcher, l'interroger nous-mêmes. L'agent artistique ne savait plus que faire de ses bras. On aurait dit un épouvantail, un chef un peu ridicule, débordé par un orchestre en délire. « Oui, hurla-t-il enfin, oui, je réponds oui à toutes ces questions. Paul Niemann en a pris l'engagement. Il vous donne rendez-vous dans 3 semaines, salle Pleyel. Mesdames, messieurs, je vous remercie. » Sans se départir de son sourire, il fit demi-tour et disparut dans les coulisses. Les 2 hommes se remirent en faction devant la porte. Le président de la République n'aurait pas été mieux protégé. Frustrés, admirateurs et journalistes commentèrent, en se dispersant, les promesses de l'agent artistique. Obstiné, je ne bougeais pas d'une semelle. Au bout de quelques secondes, l'un des gardiens m'avertit. « Vous avez entendu, mademoiselle? Vous ne verrez pas Paul Niemann. Nous avons des consignes. Moi aussi. Je dois lui remettre ses partitions. Je ne partirai pas d'ici. À votre aise. » Je songeais avec terreur qu'en ce moment même, le pianiste devait s'éclipser par l'entrée des artistes. Peut-être était-ce là que j'aurais dû me poster. Mais des gardiens devaient aussi barrer la route aux importuns. Au moins, je l'aurais aperçu, croisé. Je ne sais ce qui se passa. Je dus pleurer, pâlir, ou soudain impressionner les 2 hommes. L'un d'eux déclara « Je vais voir, attendez ». Il disparut par la porte. Mon espoir rebondit. Il retomba très vite. Lorsque l'homme reparut, il était seulement accompagné de l'agent artistique du pianiste. Celui-ci se pencha vers moi, dans une attitude presque paternelle. « Mais enfin, que désirez-vous, mademoiselle? Je voudrais voir Paul Niemann, lui remettre ses partitions. » En 3 phrases, entre 2 sanglots, je lui expliquai de quoi il s'agissait. Il posa sur mes épaules ses mains larges comme des battoirs. « Je comprends parfaitement, mademoiselle, mais Paul Niemann n'est plus dans sa loge. Voyez-vous, il est déjà reparti. J'aurais dû aller l'attendre à l'entrée des artistes. » Le sourire de Jolibois se fit tendre et triste. Inutile, il est sorti avec les spectateurs. Il s'est mêlé à eux, personne ne l'a reconnu. Je lui tendis mes partitions. « Soyez gentil, donnez-les-lui. Dites-lui que je vais lui écrire pour lui expliquer. » Il secoua la tête. « Ces partitions, il n'en fera rien, mademoiselle. Bien sûr qu'il les regardera. Sa musique ressemble tellement à ce qu'écrivait mon père. Paul Niemann a autre chose à faire. Écoutez, je suis vraiment navrée. » Déjà, il reculait, s'éloignait. Dans toutes mes prévisions, même les pires, je n'avais jamais imaginé un tel échec. Je jetais les partitions à terre, hurlais. « Mais qu'est-ce que ça vous coûte de les prendre? De toute façon, il finira par les recevoir. Je les lui enverrai par la poste. » Jolibois se retourna. Il souriait toujours. C'était pire que s'il était fâché. « C'est moi qui reçois son courrier, mademoiselle. Il m'a chargé de le trier et de répondre à toutes les lettres. » L'homme disparut. J'étais là, anéanti, en larmes, à genoux sur la moquette. C'est Oma qui vint me relever. « Allez, viens, Jeanne, ma toute petite, comme y est. »
Je crois que j'ai pleuré toute la nuit. C'est le seul souvenir que je garde de cet hôtel de Toulouse, le grand balcon, célèbre parce qu'il fut, dans la première moitié du XXe siècle, le rendez-vous de tous les pionniers de l'aviation. Le lendemain, dimanche, le retour sur Paris fut morne, silencieux, funèbre. Oma ne tentait même pas de me consoler. À la maison, Mouti ne me posa aucune question. J'allais m'enfermer dans ma chambre pendant que sa mère, je suppose, lui racontait en détail notre expédition. Je retrouvai Pierre sur le banc le mardi suivant. Est-ce à cause de ma triste mine? Il ne me posa aucune question sur le récital. Désormais, Paul Niemand était devenu un sujet tabou. Cela commençait à en faire beaucoup. Mais Pierre fut, je l'avoue, particulièrement attentif et tendre. Comment ne pas opposer sa délicatesse, son souci de combler la moindre de mes envies, à l'égoïsme et à la prétention de ce pianiste. À présent, ce petit génie de la musique me faisait horreur. Je formais des vœux pour que cette étoile disparaisse aussi rapidement qu'elle était née.